Cette vidéo a été produite à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Nous allons étudier dans ce cours les trois types de compresseurs, leurs performances, leurs avantages, leurs inconvénients et de la façon qu'ils ont été construits et conçus. Ici, nous voyons les pressions et les températures à différentes stations. Les stations du moteur représentent des points importants où la variation de pression et de température doivent être prises en note par les contrôles de carburant. Donc, le point 0, la station 0, c'est la température ambiante, la pression ambiante. Le point 1 à l'entrée d'entrée d'air. Le point 2 à l'entrée du compresseur haute pression. Le point 3 à l'entrée de la chambre à combustion. Le point 4 à l'entrée de la turbine du compresseur haute pression. Le point 5 à l'entrée de la turbine basse pression. Le point 6 à l'entrée de l'échappement de la tuyère. Et le point 7 à l'entrée de l'échappement. Si nous avons besoin de plus de points, dans l'exemple présent, on a un P8 qui représente le rétrécissement de la tuyère. Dans le cas d'un PT6, le point 6 va être représenté par le rétrécissement de la tuyère. Et le point 7, le tube d'évacuation des gaz chauds. Nous voyons ici l'ensemble des rotors de deux moteurs différents. Donc le PW1000 qui est le dernier né de Pratt & Whitney. Donc nous retrouvons un engrenage entre la soufflante et la turbine qui entraîne cette soufflante-là. Et nous avons en dessous le LEAP de GE qui, lui, est un moteur conventionnel. Donc les turbines entraînent directement la soufflante. Ce que les ingénieurs ont pensé dans le concept de la boîte de réduction entre la soufflante et la turbine, c'est par rapport à la limite de rotation des rotors. La limite de rotation des rotors, c'est la vitesse à laquelle le diamètre extérieur du rotor peut atteindre, c'est-à-dire on le limite à 0.8 Mach. Donc là, nous savons que la vitesse du son change selon la température. Donc, plus la température est chaude, plus la vitesse du son est élevée. Donc, pour la soufflante, qui a un très grand diamètre et roule généralement dans le froid, donc si on est à 40 000 pieds, il fait moins 50 degrés. Donc, la vitesse du son est très petite. Donc, la soufflante, généralement, elle est limitée aux alentours de 10 000 RPM. La limite de vitesse des turbines, c'est encore 0.8 Mach, mais parce elles sont dans un environnement chaud et que le diamètre est plus petit, donc la vitesse de rotation peut être plus grande. Donc une turbine peut être très efficace à 20 000 RPM, contrairement aux 10 000 de la soufflante. Donc les ingénieurs de Pratt ont copié un principe qui est apparu dans les années 60, mais qui n'a pas fait grand feu, donc il n'a pas duré longtemps parce que la puissance du moteur et les engrenages n'étaient pas adaptés à cette utilisation-là. Donc dans les années 2000, les engrenages ont été meilleurs et les puissances de moteur nécessaires pour que ça vaille la peine d'avoir une boîte d'engrenage sont apparues. Donc, avec le PW1000, les turbines peuvent tourner à leur vitesse de haut rendement, c'est-à-dire 20 000 RPM, et la soufflante peut, elle, tourner grâce à la boîte d'engrenage à sa vitesse de haut rendement, c'est-à-dire 10 000 RPM, sans négliger de perte. Le LEAP, lui, à ce moment-là, n'a pas de boîte d'engrenage. Donc, les turbines à l'arrière doivent tourner à la même vitesse que la soufflante en avant, donc 10 000 RPM. Comment peut-on faire en sorte que la vitesse des turbines ne dépasse pas la vitesse maximum de la soufflante? Mais c'est en perdant de l'efficacité.
Pour faire une image grossière, ben, on va enlever une ombre de turbine à toutes les 2 ombres. Donc, la première turbine va à ce moment-là être moins efficace, va tourner moins vite. Mais la soufflante, elle, a besoin beaucoup de puissance pour tourner. Et c'est notre turbine qui fait le travail sur l'arbre. Donc, pour récupérer de l'énergie pour faire tourner la soufflante, mais ça prend plus de turbines. Vous voyez ici, notre compresseur, au point de vue du LEAP, a 4 étages de basse pression au lieu de 3 dans le PW1000. Et si on regarde au point de vue des compresseurs haute pression, on a 10 étages dans le LEAP, tandis que dans le PW1000, on en a 8. Et c'est surtout au point de vue de nos turbines où il y a une grosse différence, 3 pour le PW1000 et 7 pour le LEAP. Parce que le PW1000 fait tourner ses compresseurs à leur vitesse de haut rendement et les turbines à leur vitesse de haut rendement, on n'est pas obligé d'avoir autant de compresseurs ni autant de turbines. On ne sacrifie pas le haut rendement de nos pièces. Et les autres avantages par rapport au PW1000, ben, il est moins cher à l'achat parce qu'il y a moins de pièces dispendieuses. Les turbines et les compresseurs sont des pièces très, très dispendieuses. Il y a le poids du moteur aussi. On économise quand même 4 turbines et 3 étages de compresseurs. Donc, c'est ce qui fait la différence entre les avantages entre le PW1000 et le LEAP. J'ai pris ces 2 moteurs-là parce que ces 2 moteurs-là sont offerts sur le Airbus 320 Neo. Et Airbus pensait que le LEAP était pour être le moteur premier pour le Neo, vendu à alentours de 80-90%, mais les compagnies aériennes ont choisi le PW1000 à 40 à 50% des fois. Donc, ça a été une surprise pour Airbus. Donc, rappelons-nous que le moteur fonctionne sous la loi de Newton, F est égal à ma. Donc, la force du moteur dépend de la masse de l'air qui entre dans le moteur et de son accélération de cette masse-là. Donc, le but du compresseur, c'est de faire entrer une grande masse d'air dans le moteur. Et par la suite, de prendre cette masse d'air-là et de la mettre dans un petit volume. Pour produire cet effet-là, nous avons besoin de compresser la masse d'air. Donc, ce petit volume d'air très compressé va s'en aller dans la chambre à combustion, avoir une grande expansion lors de la combustion avec le carburant, et l'augmentation de volume va faire tourner le compresseur pour faire entrer d'autres airs par le compresseur, et ensuite produire la poussée nécessaire pour faire avancer l'avion. Il y a 3 types de compresseurs. Donc, les Britanniques ont participé à la conception des moteurs turboréacteurs avec un compresseur centrifuge. Au même moment, les Allemands, eux autres, ont conçu un turboréacteur avec un compresseur axial. Et plus tard, pour les besoins des petits moteurs, les ingénieurs ont choisi de mettre un compresseur axial et un étage de compresseur centrifuge assemblés en un avec l'autre, donc tournant à la même vitesse, pour faire un compresseur mixte. Dans le fond, le compresseur mixte, c'est pour pallier aux problèmes de l'un avec les problèmes de l'autre. Donc, vous avez un compresseur centrifuge en haut à gauche, un compresseur axial en haut à droite et le compresseur mixte en bas. On peut voir dans le compresseur mixte la partie de droite qui est le compresseur centrifuge et la partie de gauche qui est le compresseur axial.